Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les enfants et les écrans, le podcast qui permet de comprendre l'impact du numérique sur les enfants de 0 à 13 ans en France. Dans ce premier épisode, je vais vous présenter comment les écrans sont introduits aux enfants au fil des âges, comment ils les utilisent et quels sont leurs impacts négatifs et positifs. Pour introduire le sujet, nous allons faire donc un point sur les différents types d'écrans et leurs différentes utilisations en fonction de l'âge de l'enfant ou de l'adolescent. Nous nous concentrerons principalement sur les 0-13 ans qui seront le cœur de notre sujet, mais nous pouvons quand même remarquer que le comportement d'un enfant de 12 ans sur son utilisation des écrans ne différera pas beaucoup de celui d'un enfant de 18 ans. C'est pour cela qu'une analyse du comportement d'un enfant de 13 ans sera à peu près la même que pour un adolescent de 18 ans. Pour vous montrer l'évolution de l'utilisation des écrans selon l'âge de l'enfant, j'ai préféré diviser les différents âges en différentes périodes qui ont été proscrites selon l'avis de l'Académie des sciences L'enfant et les écrans, écrit par Jean-François Bach, Olivier Houdet, Pierre Léna qui est l'un des cofondateurs de La Main à la Pâte et Serge Tisseron qui est une référence en psychiatrie, docteur en psychologie et directeur des recherches à l'Université Paris-Ouest. Ces périodes seront donc les nourrissons de 0 à 2 ans, les enfants d'âge préscolaire de 2 à 6 ans, les enfants d'âge scolaire de 6 à 12 ans et les adolescents de 12 à 13 ans. Pour aborder le sujet, il est important de comprendre qu'il y a deux types d'écrans. Les écrans interactifs, qui sont tous les écrans où un utilisateur va pouvoir faire des choix et interagir avec la plateforme comme les jeux vidéo, les consoles, les tablettes ou les ordinateurs. Et il y a ensuite les écrans non interactifs qui, eux, ne permettent qu'une utilisation passive de la plateforme. Donc c'est donc un contenu qui n'est pas manipulable au doigt ou au stylet, nous ne pouvons pas interagir avec. Ça peut être par exemple la télévision et le cinéma. Nous allons donc commencer par la première phase, qui est celle des nourrissons de 0 à 2 ans. Et dans l'esprit collectif, logiquement, on nous a appris qu'il faut quand même éviter d'utiliser les écrans car ça peut créer de mauvaises habitudes et on ne sait pas toujours comment les régler et d'ailleurs quelles pourraient être ces mauvaises habitudes. Pourtant, en 2013, une grosse partie des nourrissons étaient déjà quotidiennement soumis aux écrans. Ça vient d'ailleurs d'une statistique qui a été produite lors d'une enquête qui s'appelle ELF, qui est produite par le ministère de la Culture en 2019 et qui montre que 68% des enfants de 2 ans regardaient déjà au moins une fois par semaine, jusqu'à tous les jours, la télévision, contre 12% qui jouaient avec une tablette ou un ordinateur et 10% avec un smartphone et enfin 1% avec les jeux vidéo. Alors, je me permets juste de faire une petite aparté sur l'étude de ELF, qui aujourd'hui est une référence dans les études sur les enfants, car d'après l'INED.fr, c'est la première étude longitudinale française d'envergure nationale consacrée au suivi de plus de 18 000 enfants nés en France métropolitaine en 2011, de leur naissance à l'âge adulte. Elle absorbe les multiples aspects de la vie sous l'angle de sciences sociales, de la santé et de l'environnement. Donc cette étude, elle est encore en cours aujourd'hui et nous n'avons accès depuis décembre 2020 aux données sur la maternité, les 2 à 10 mois, les 2 mois, les 1 an et les 2 ans. La récolte des données des 3-4 ans et des 5-7 ans sont actuellement en cours. Il n'existe pas de données encore sur les âges qui vont être plus importants, puisque cette étude a commencé récemment et en fait ils sont encore en cours d'analyse et de récupération de données et tout ça. C'est vraiment quelque chose il faut vraiment comprendre que c'est une étude qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur et qui est très importante pour la France, puisqu'aujourd'hui il n'existe quasiment aucune donnée en France sur l'impact des écrans et d'ailleurs les études de manière toute simple sur les enfants de 0 à 12 ans au moins. Donc en fait ces études elles ont été engendrées parce que nous avons commencé à observer des différences de comportement et des tendances avec notamment l'ère du digital qui ont commencé à changer les comportements des enfants. Et d'ailleurs, grâce à cette statistique, on a vraiment pu nous rendre compte que les nourrissons utilisent quand même beaucoup la télévision pour regarder souvent des émissions télévisées ou des films et un peu la tablette et l'ordinateur, mais la télévision reste quand même le premier outil utilisé. Et ce qui est un problème puisque c'est un écran non interactif, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas interagir avec l'écran. Or, entre 0 et 2 ans, les nourrissons vont apprendre à découvrir leurs différents sens et ils vont du coup ressentir le besoin de toucher
pour comprendre les interactions possibles avec leur environnement. Et ce besoin de toucher va également développer leur capacité motrice, puisqu'ils vont être obligés de forcer, de bouger leurs bras, leurs jambes, leurs pieds, pour pouvoir se mouver et toucher des objets et vraiment découvrir le sens tactile. Et ce besoin de s'approprier leur corps. Mais du coup, quand on n'utilise pas d'écran et qu'on a une utilisation passive d'un écran, on regarde juste la télé à essayer de comprendre qu'il y a des mouvements sur un écran, et bien du coup, on ne peut pas développer cette partie-là, qui est vraiment une partie primordiale dans le développement de l'enfant. En plus de cela, le fait que souvent quand les enfants utilisent, enfin surtout les nourrissons, quand ils utilisent la télévision, ils l'utilisent tout seuls, les parents vont faire autre chose à ce moment-là, puisqu'ils ont une vie aussi à côté. Et en fait, cette absence d'adulte va les empêcher d'interagir ou de communiquer pour mettre un sens et pouvoir découvrir leur sens. Et cela peut entraîner un retardement du développement moteur et un retard de langage dû au manque d'interaction sociale autour d'une discussion. Et il y a d'ailleurs dans la pensée collective aujourd'hui que certaines émissions télévisées qui vont être proposées à la télé et donc commercialisées sont adaptées pour des nourrissons pour qu'ils apprennent à enrichir leur vocabulaire. Mais en fait aujourd'hui, il n'y a aucun bénéfice qui est mesurable, ça n'aide absolument pas les nourrissons à apprendre leur langage, et d'ailleurs comme le dit très justement la vie, l'enfant et les écrans, la télévision n'a aucun impact puisque en fait rien ne remplace le bain linguistique réel avec des enjeux émotionnels de communication. Donc s'il n'y a pas d'interaction, l'enfant ne va pas développer son vocabulaire puisqu'il ne va pas mettre un sens aux mots qu'il va apprendre. Donc finalement, l'utilisation précoce et excessive des nourrissons aux écrans télévisés et donc aux écrans non interactifs, sans une présence humaine pour interagir et éduquer l'enfant, eh bien de manière générale, c'est complètement déconseillé. Cependant, la télévision n'est pas forcément l'enfant du diable, le produit du diable comme certaines institutions peuvent le vendre. Dans un cadre éducatif où un parent ou une personne va se trouver à côté pour interagir avec l'enfant ou lui proposer de toucher avec du doigt, si c'est une tablette digitale, pour qu'il puisse y mettre un sens, dans ces cas-là, ça peut avoir des opportunités éducatives et l'enfant va pouvoir apprendre quelque chose et développer certaines caractéristiques ou certains outils psychologiques dans son développement. À partir de 2 ans, l'enfant va rentrer dans une intelligence dite représentative, où il rentrera dans un jeu de simulation, où l'enfant va se créer un environnement fictif ou un personnage fictif, et va jouer par exemple au jeu de la dinette, ou jouer avec un faux téléphone, ou une banane dans les mains à côté de ses parents. Un autre moyen d'exprimer cet univers imaginaire, ça va être de faire des dessins. Donc habituellement, ça va être fait sur papier, mais aujourd'hui avec l'ère du digital, les dessins peuvent être faits sur tablette avec un stylet numérique. Donc quand il va commencer à dessiner sur cette tablette, l'enfant va pouvoir prendre connaissance que les écrans vont être une fenêtre vers un nouveau monde, le monde numérique. Donc une fois qu'il a découvert cet univers, il va vouloir tester de nouveaux outils. Et c'est donc là, à partir de ce moment-là, que l'enfant va découvrir l'utilisation d'outils numériques et qu'il va y avoir des outils numériques à usage pédagogique qui vont lui permettre de développer ses capacités d'attention visuelle sélectives, qui vont donc lui permettre de se concentrer uniquement sur une tâche visuelle et d'ignorer les autres. Donc là, il va pouvoir apprendre par exemple le dénombrement, la catégorisation, comment cibler une cible. Et d'ailleurs, il y a des exemples de logiciels qui ont révélé leur efficacité et leur impact sur le cerveau des enfants dès l'école maternelle. Donc, un exemple de ce genre d'outil va être le jeu Graphogame, qui va apprendre aux enfants à associer des graphèmes, donc ce sont les lettres, avec des phonèmes, qui vont être les sons. Pour prouver l'efficacité de ce jeu, il y a une étude qui a été réalisée et diffusée sur HAL, qui va montrer les effets neurologiques de ce jeu sur les enfants. Donc je vais vous détailler un des résultats obtenus par l'étude, c'est celle de l'effet de l'utilisation d'une simulation auditive par répétition de mots et lecture d'une consigne et correction. Donc ça c'est une des fonctionnalités que le jeu va proposer. Et cette étude-là va être réalisée sur des enfants de CP et en CE1. Donc les élèves qui auront bénéficié du stimulus auditif comme le propose le jeu vont obtenir un meilleur score, qui sera un score de 18,5 mots lus correctement, contre les élèves qui ont suivi un cours classique, donc un cours APC classique, et qui ont tenu
uniquement entre guillemets, le score 16.5 mots lus correctement. On observe vraiment du coup une évolution et une amélioration des mots lus correctement quand on utilise le support auditif dans Graphogame. Donc en utilisant ces outils numériques, l'enfant va apprendre à différencier le monde réel du monde virtuel et il va apprendre à adapter à chaque fois leur jeu de simulation tout en faisant la part de l'un et de l'autre. À partir de ce moment-là, l'enfant va pouvoir alors naturellement favoriser l'utilisation du monde virtuel et de s'enfermer dans les écrans. Il va falloir donc lui apprendre à se réguler et à contrôler sa pratique pour éviter des débordements. Nous allons donc passer maintenant aux enfants d'âge scolaire, donc de 6 à 12 ans. Donc dans cette période-là, il y aura des outils numériques qui vont leur être proposés pour leur apprendre à développer leurs compétences. Donc il y aura par exemple l'outil Number Race ou la course au nombre qui seront utilisés pour faciliter leur apprentissage en calcul et d'autres, comme des applications disponibles sur tablette et téléphone, qui seront proposées pour espacer les interlignes et espaces entre les lettres pour les aider à lire. Une nouvelle manière d'utiliser les écrans va apparaître, ce sera les jeux vidéo. Alors oui, les jeux vidéo peuvent apporter des points positifs dans le développement de l'enfant. Par exemple, les jeux vidéo qui seront basés sur une logique de jeu d'action permettront à l'enfant d'augmenter sa capacité d'attention visuelle en leur envoyant leur champ périphérique visuel pour identifier par exemple une cible, agir rapidement pour changer de cible et vérifier le comportement de plusieurs éléments actifs sur l'écran en même temps. Il faudra faire attention à ce que l'enfant n'ait pas quand même une utilisation excessive des jeux vidéo, puisque dans ces cas-là, ça pourra influencer sur son développement, notamment en l'empêchant d'avoir suffisamment d'activité physique, sociale, manquer de sommeil, voire créer des problèmes accrus de vision sur le long terme. Donc, pour empêcher ces effets négatifs d'apparaître dus à un excès d'utilisation, il va falloir imposer un cadre modérateur et lui apprendre à s'autoréguler pour qu'il puisse garder un équilibre entre les écrans, ses activités physiques et sociales et ses heures de sommeil. Cette éducation ne doit surtout pas se faire uniquement à la maison, mais aussi à l'école, à travers des modules pédagogiques de prévention adaptés qui sont proposés dans le programme de la main à la patte, les écrans, le cerveau et les enfants. Le site du gouvernement français drogue.gouv.fr préconise également d'éviter la télévision et autres écrans non interactifs avant 3 ans, puis d'enclencher une utilisation progressive et modérée de la télévision. Ensuite, entre 3 et 6 ans, il est préférable d'éviter de donner une console personnelle type une Nintendo, un téléphone ou une tablette par exemple, à l'enfant, et entre 6 et 9 ans, il faut leur proposer d'utiliser des écrans à condition d'utiliser et de fixer un temps limite à chaque fois. À partir de 9 ans, une introduction à l'Internet pourra être réalisée, mais à condition de contrôler son passage sur la toile web et en leur apprenant les différents dangers Internet pour qu'ils en aient conscience. À partir de 12 ans, vous pouvez laisser l'enfant aller sur Internet tout seul, mais il faut toujours qu'il ait conscience et bien compris les différents dangers du web. Nous allons enfin aborder la phase de l'adolescence, qui inclut les enfants de 12 à 18 ans. Ici, dans ce cadre-là, nous nous intéressons uniquement aux enfants de 12 à 13 ans, mais c'est également valable pour la tranche entière d'adolescence. Donc à partir de 12 ans, les adolescents vont utiliser en majorité leur téléphone avec une multitude d'autres écrans, comme par exemple les ordinateurs, les tablettes ou encore des consoles de jeux, qui va être une porte d'accès au monde virtuel. Selon la société Mediatetri, qui est spécialisée dans la mesure d'audience et d'étude des usages des médias audiovisuels numériques en France, l'âge moyen du premier téléphone portable en France est de 11 ans. Ça va être caractérisé par une espèce de rituel de passage où quand tu entres au collège, l'enfant va obtenir son premier téléphone portable qui va être un symbole de sa nouvelle autonomie et qui va également permettre d'entretenir ses relations sociales à travers les réseaux sociaux. La puberté va être une phase complexe où l'adolescent va être fragilisé émotionnellement à cause des phénomènes physiques et cérébraux et il va vouloir tester des limites et explorer le monde numérique et virtuel avec ou sans connaissance de ces domaines. Donc ça va être à partir de cette période-là où, à travers les outils numériques, l'adolescent va commencer à essayer d'apprendre et à chercher des informations pour établir des hypothèses de résolution suite à une problématique. Donc, par exemple, il va aller avoir plus d'informations sur la dernière apparition de son jeu vidéo. Et là, à partir de là, il va commencer à développer ses capacités hypothético-déductives. Et il y a également la pratique des jeux vidéo qui, elle, va permettre à l'adolescent de continuer à développer ses capacités hypothético-déductives. Et comme pour l'adolescent d'âge scolaire, il va également continuer à développer ses capacités d'attention visuelle sélective. Cependant, aujourd'hui, nous sommes dans une ère où il y a les informations continues qui circulent H24 partout sur tous les réseaux. Et d'ailleurs, je vais l'expliquer, je vais parler de cette partie-là dans un autre épisode plus tard. Mais avec
l'information continue et la puissance des réseaux sociaux, l'adolescent va apprendre à changer et assimiler des informations rapidement. C'est ce qu'on appelle la culture du zapping. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir sûrement parfois des trop-pleins d'informations qui vont empêcher de creuser des informations en profondeur, de les retenir et donc de développer leur mémoire à long terme et leur esprit de synthèse. Donc cette logique, elle va également entraîner l'enfant à répondre à un besoin immédiat et individuel au détriment des relations sociales qui va permettre de développer l'esprit collectif et l'empathie. Cette notion va être également abordée dans un épisode détaillant la vie sociale de l'enfant. Et l'enjeu pour la génération actuelle va donc être de préserver une forme d'intelligence et de mémoire long terme qui sera fixée et cristallisée comme le permettait autrefois l'intelligence littéraire. Donc, comme nous l'avons vu tout au long de notre podcast, l'enfant va avoir une utilité différente des écrans au fil de l'âge. La télévision va être le premier élément introduit. Or, c'est un élément non interactif, ce qui va être dangereux pour le développement de l'enfant, et il va donc être en pole position dans le top des écrans les plus néfastes dans leur développement. Après la télévision, il y aura généralement le téléphone, l'ordinateur et la tablette numérique qui vont être introduits à partir de 2 ans et qui vont être rapidement proposés pour comprendre les premiers outils numériques. Il y aura enfin les jeux vidéo qui vont venir à partir de l'âge de 6 ans et qui seront ajoutés à leur routine d'écran quotidienne. Les impacts négatifs vont rester souvent les mêmes, mais ils vont s'accentuer au fil du temps. Donc au début, il y aura un retard du développement moteur et cognitif qui peut apparaître. Après, il y aura les troubles de l'attention, des retards de capacité sociale, physique, de sommeil ou des difficultés à développer la mémoire long terme et l'esprit de synthèse. Les écrans ne sont cependant pas que négatifs, heureusement. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent de développer des compétences chez les enfants et qui vont leur aider à apprendre des nouvelles technologies. Si c'est modéré par un adulte, les écrans peuvent être une grande aide dans le développement de l'enfant. Il y a par exemple des outils pédagogiques qui peuvent rapidement les aider à développer les compétences linguistiques, ou en calcul, ou hypothético-déductives dans certains cas. Les jeux d'action, eux, peuvent dans certains cas aider la mémoire sélective visuelle. Et ça, c'est vraiment un point positif. Il faut vraiment ne pas diaboliser toujours les écrans. Donc, comme je l'ai dit tout au long du podcast, ça va être une question de modération. Et pour limiter et prévenir les effets négatifs, le site du docteur Serge Tisseron 36912.fr recommande de modérer l'utilisation des écrans aux enfants en fonction de leur âge. Donc avant l'âge de 3 ans, il est déconseillé de lui donner l'accès aux écrans. Avant l'âge de 9 ans, un adulte doit contrôler les libertés de l'enfant sur l'écran et lui apprendre à s'autoréguler progressivement. À partir de 9 ans, il va aller sur Internet et commencer à vouloir faire ses propres recherches. Dans ces cas-là, il faut commencer à le sensibiliser aux dangers d'Internet et contrôler le temps d'utilisation. Donc cette règle, elle doit se faire par contre à tout âge. Jamais on ne lâche l'accès en libre accès à un écran à un enfant. À partir de 12 ans, il va vouloir aller sur les réseaux sociaux, parler avec ses amis, avec son téléphone, et il va pouvoir rencontrer de nouveaux dangers. Il faut donc veiller à ce qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les recommandations de modération des écrans, je vous invite à consulter le site CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, le site drogue.gouv.fr ou encore 36912.fr, ou alors vous redirigez vers des sites spécialisés pour les enfants et adolescents comme la PMI pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans ou le CMSEA par exemple qui est le centre médical spécialisé de l'enfant et de l'adolescent à Paris ou vers des spécialistes de pédopsychiatrie ou pédiatrie. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction. J'espère que vous avez mieux compris les différentes phases du développement de l'enfant et ses utilisations des écrans. À partir de là, nous allons détailler l'impact des écrans dans les différents piliers de la vie à travers plusieurs podcasts pour mieux comprendre comment aujourd'hui les écrans ont un impact dans la vie des enfants. À bientôt.